Pour démarrer. Donc, merci à tous d'être, d'avoir répondu présent et bienvenue à ce webinaire qui a été organisé par AI Hub Sénégal dans le cadre du projet CNEP IA qui est soutenu par le ministère et l'ambassade de la France. Donc, le but du projet CNEP IA, c'est vraiment de booster l'écosystème IA au Sénégal. Taille, Donc, taille. ah, ah, les micros, attendez, je, c'est bon, je sais pas. Donc, nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est essentiel et d'actualité, qui est la gouvernance de l'IA, enjeux éthiques et défis juridiques. Donc, nous savons tous que l'intelligence artificielle évolue rapidement en ce moment parce que beaucoup de personnes utilisent l'IA, souvent même sans pour autant comprendre ce qui se cache derrière, ou même les questions liées à la transparence, la responsabilité, mais aussi l'impact sur nos sociétés. Donc, comprendre tous ces enjeux-là est indispensable pour construire une IA responsable et adaptée au contexte africain. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aboubakar Sadikh Ndiaye, euh, qui va animer ce webinaire. Donc, M. Ndiaye est reconnu pour son expertise en stratégie digitale, innovation technologique, droit du numérique et gouvernance de l'IA. Donc, Aboubakar est un consultant senior en stratégie digitale avec plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des institutions et organisations africaines. Donc, il a aussi contribué à la stratégie nationale de l'intelligence artificielle du Sénégal en 2023. Il a aussi démontré sa capacité à articuler objectifs publics, besoins économiques et opportunités technologiques. Expert ayant collaboré avec la GIZ et plusieurs partenaires techniques et financiers sur des projets comme Dolel Admin et Going Digital, il construit des visions cohérentes de l'IA pour le continent. Donc, Aboubakar est aussi juriste spécialisé en numérique, titulaire d'un master professionnel en droit du numérique et de l'IA de l'Institut Edge. Il intervient en legal tech, droit de l'IA et régulation des technologies à haut risque. Il conseille sur la conformité réglementaire, la protection des données et la responsabilité dans l'usage des systèmes autonomes, y compris dans les secteurs sensibles. Il est aussi auteur d'un ouvrage de référence sur le règlement européen sur l'IA, AI Act, préfacé par le professeur Abdoulaye Sakho. Il aide les décideurs africains à anticiper les exigences de conformité internationale. Donc aujourd'hui, Aboubakar Sadir forme et accompagne institutions, entreprises, armées et startups dans l'adoption d'une IA responsable et stratégique tout en œuvrant pour l'émergence d'un écosystème africain souverain. Juste pour vous dire que notre invité du jour est vraiment un expert du domaine, raison pour laquelle nous l'avons invité pour qu'elle puisse animer ce webinaire-là et nous espérons qu'à la fin de ce webinaire, tous les participants auront au moins appris quelque chose de lui. Donc, avant de lui laisser la parole, je vous rappelle juste que vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Donc, à la fin du webinaire, nous aurons une série de questions-réponses de 10 minutes. Il faut pas, il faut juste mettre les questions sur le chat. Donc, la durée totale du webinaire est de 1 heure, 1 heure de temps. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence. Donc, Monsieur Ndiaye, la parole est à vous. Je vais à présent vous mettre en host pour que vous puissiez partager votre écran au besoin. Et, et c'est, c'est bon. Donc, merci, Reiter. Donc, bonjour, chers collègues, chers experts qui nous suivent depuis un peu partout, hein, depuis qu'on a commencé la communication sur le webinaire. Donc, je profite de l'occasion pour remercier AI Hub d'avoir pris cette initiative-là qui constitue en fait une action importante dans l'animation de l'écosystème IA. C'est vrai qu'on a un écosystème numérique assez dynamique
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et il ne faudrait pas le ranger directement dans le numérique, mais c'est de voir comment mettre en place un cadre qui permet à l'IA de jouer pleinement son rôle dans le développement du pays, dans le renforcement un peu des performances des entreprises et des organisations. Donc, merci Aïta pour la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Aïta, est-ce que l'écran s'affiche correctement pour tout le monde? Aïta, est-ce que vous voyez, hein, oui, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai muté tous les participants pour éviter qu'on vous dérange. D'accord, d'accord. Et là, est-ce que vous m'entendez sur le... D'accord, 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 merci. Excusez-moi, nous avons une coupure de courant, donc j'ai dû faire un partage d'écran et essayer de brancher mes téléphones sur le réseau pour ne pas avoir un peu de coupure de courant de mon côté. Donc, le webinaire qui nous réunit aujourd'hui est un webinaire autour de la gouvernance de l'IA au Sénégal. Comme sous-thème, on a choisi les enjeux éthiques et juridiques. Donc, pour ma petite présentation, hein, Aïta est revenu dessus largement. Je vais peut-être faire un petit point pour repréciser un peu mes expertises. Donc, j'ai un peu collaboré avec le gouvernement du Sénégal en tant que conseiller au ministère de l'économie numérique. Je dispose d'un certificat exécutif en data science pour manager de HEC Paris. Je suis créateur de contenu. Je collabore avec la GIZ, des PTF comme la GIZ, l'AFD aussi. Pour la GIZ, c'est des projets contrôle admin. Et j'interviens actuellement dans le projet qu'on appelle Going Digital, financé par la coopération allemande, qui est en cours avec le ministère de l'économie numérique. Donc, je suis auteur de plusieurs livres, hein, Langage de la transformation digitale, paru en 2020, Lexique 2.0, paru en 2012. Et mon dernier livre, c'est autour de la conformité et autour des enjeux juridiques qui s'appelle IA Act catalyseur des startups africaines. Donc, ce livre-là est un peu l'aboutissement d'un travail professionnel autour un peu de la conformité du droit du numérique qui a été sanctionné par un diplôme sur le droit du numérique et le droit de l'intelligence artificielle. Et j'ai collaboré dans ce livre-là avec un de mes mentors, que je remercie au passage, le professeur Abdoulaye Sakho, qui ne cesse de m'aider et de m'encourager dans l'exploration aujourd'hui de toutes ces pistes-là autour un peu des enjeux éthiques du numérique. Donc, Donc, pour cette masterclass-là, nous évoquerons des questions qui sont liées à la gouvernance de l'IA de façon plus globale, des enjeux éthiques, tout
ce qui est pilier, tout ce qui est biais du numérique, tout ce qui est endogamie. Nous parlerons aussi dans la même lancée un peu des enjeux juridiques par rapport au cadre juridique qui est aujourd'hui un cadre, euh, je veux dire, qui est incomplet. Bon, excusez-moi, je vais basculer sur le Wi-Fi parce que je viens d'avoir le courant vient de revenir. Donc, donnez-moi juste une minute. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Merci, Aïta. Donc là, on est revenu, hein. Donc, merci beaucoup, hein. On a eu quelques soucis par rapport à l'électricité.
parce que tout simplement, en fait, j'avais une coupure de courant qui m'a obligé à basculer voilà, sur le mobile. Donc, comme je disais, hein, cette présentation va être autour de quelques points: le cadre juridique, les enjeux éthiques, le cadre organisationnel, l'organe qui doit aujourd'hui jouer le rôle de pouvoir dérouler et piloter la stratégie A qui a été développée depuis 2023. On va parler un peu de normes, de réglementation internationale avec tout ce qui est ISO 42001 et l'idée d'un sandbox qui sont aujourd'hui des bacs à sable réglementaires qui doivent nous guider et aider les startups. Donc, quand on parle de gouvernance de l'IA, de façon globale, quand on parle de gouvernance de l'IA, c'est des mécanismes, c'est des cadres, c'est des règles qui sont mises en place pour pouvoir encadrer et accompagner le développement de l'écosystème et aussi de pouvoir réguler l'ensemble un peu des usages des systèmes d'IA sur toute leur chaîne de valeur. Donc, quand on évoque la question de la gouvernance de l'IA au Sénégal, l'objectif, c'est de voir comment permettre de maximiser les bénéfices par rapport à l'usage de l'IA et de minimiser les risques. En termes de principe, c'est une gouvernance qui tourne autour de plusieurs principes comme la confiance, comme la transparence, la responsabilité. Et ce que l'on remarque, c'est que la confiance est quelque chose qui poursuit le numérique. Parce qu'avant, par exemple, on parlait beaucoup de confiance numérique et aujourd'hui, à l'aide de l'IA, la confiance est d'autant plus présente parce que c'est des technologies, parfois à haut risque, qui permettent de pouvoir les détourner pour d'autres usages. Et de façon globale, dans le cadre de la gouvernance, on pense surtout processus sur le cycle de vie, données, modèles, IA, déploiement, et enfin, sur la dernière partie du cycle de vie, c'est tout ce qui est usage de l'IA. Donc, pourquoi la gouvernance est essentielle? Pourquoi aujourd'hui AI Hub Sénégal s'intéresse à des questions comme celle de la gouvernance? Pourquoi quand on pose un cadre pour pouvoir dérouler une stratégie, on pense infrastructure, on pense investissement, mais on pense aussi cadre de gouvernance. Euh, on essaie de penser cadre de gouvernance tout simplement parce que la gouvernance est quelque chose qui est extrêmement importante et qui nous permet à chaque fois de pouvoir mesurer quel est aujourd'hui le niveau d'exécution, par exemple, de la stratégie nationale. Ça permet, entre autres, de pouvoir protéger les différents droits fondamentaux des individus, de la vie privée, tout ce qui est données qui sont utilisées pour entraîner les modèles IA, tout ce qui est données clients rentrées dans ces plateformes IA à travers, par exemple, des IA génératives comme ChatGPT. C'est aussi se poser la question sur comment sécuriser l'innovation, comment encadrer l'innovation afin que cela puisse permettre de créer de la valeur ajoutée et surtout mettre en place des garde-fous clairs pour avoir des IA ou une IA responsable. C'est aussi essayer de voir comment identifier les différents biais discriminatoires et enfin les réduire, parce que nous savons tous que certains modèles IA sont entraînés sur des données qui ne sont pas des données africaines et qui ne prennent pas en compte les réalités des civilisations africaines. Quand on dit réduire les biais et les discriminations, c'est aussi penser équité d'accès. Est-ce qu'aujourd'hui, les bénéfices que l'IA offre, est-ce que tout le monde a la possibilité de pouvoir accéder, de pouvoir tirer pleinement profit des avantages de l'IA? C'est également essayer d'assurer une compétitivité nationale, internationale, pour permettre à nos modèles IA, à nos solutions IA qui sont développées ici au Sénégal, de pouvoir rivaliser avec des solutions sur le plan africain d'abord et ensuite sur le plan international, comme le font des solutions américaines ou des solutions françaises comme Mistral aujourd'hui qui essaient de concurrencer des grands modèles. Donc, on va commencer par le premier point, ça veut dire l'éthique.
Nous avons beaucoup entendu parler des organismes comme l'UNESCO, sortir un guide, sortir des documents de référence, des garde-fous, pour pouvoir alerter par rapport aux enjeux éthiques de l'IA. Quand on parle des enjeux éthiques de l'IA, on pense surtout aux exigences de transparence et d'explicabilité des décisions qui sont prises par les IA. Est-ce que c'est des décisions rationnelles? Est-ce que c'est des décisions éthiques? Est-ce que c'est des décisions compréhensibles et justifiées? Je peux donner l'exemple, par exemple, des SALA, qu'on appelle les systèmes d'armes létales autonomes, parce que je travaille un peu sur tout ce qui est système d'armes létales autonomes et droits humains. Quand on programme une IA qu'on embarque dans un drone et qu'on lui permet d'identifier une cible et de tirer, si la décision revient totalement à une IA pour pouvoir tirer, abattre une cible, disposer du droit de la vie et de la mort, est-ce qu'après ce tir-là, l'IA peut nous donner une justification par rapport à cette décision-là? Certains certaines conclusions des IA par rapport à des domaines médicaux ou par rapport à par rapport à un domaine judiciaire, est-ce que ces données-là, prises par des IA sans intervention humaine, est-ce que ces données-là sont compréhensibles? Est-ce que ces données-là sont des données justifiées? Est-ce que ces décisions-là sont des décisions qui sont responsables? Second pilier, c'est l'autonomie et le contrôle humain. C'est la continuité du premier pilier. C'est que il faudrait que l'humain soit au cœur. Il faudrait que l'humain qui a donné le go à l'IA de pouvoir prendre une décision puisse avoir la possibilité de pouvoir retirer cela. Donc, on a vu par exemple certains modèles IA, à un moment donné, le constructeur a essayé de l'arrêter, certains modèles GPT, mais OpenAI n'y est pas arrivé au premier coup, parce que l'IA a tout simplement décidé de ne pas s'arrêter. Un pilier, c'est le respect de la vie privée. Les données qui sont utilisées, on sait quand on parle d'IA, on parle de données massives, on parle de big data, etc. Mais est-ce qu'on utilise le minimum de données possible pour pouvoir entraîner ces IA, pour pouvoir questionner, par exemple, une IA générative? Comme dans le cadre un peu de la réglementation sur les données à caractère personnel, quand on demande une donnée à un client, est-ce qu'on demande simplement les données qui sont nécessaires pour pouvoir faire son travail vis-à-vis de ce client ou est-ce qu'on lui demande toutes les données? Je donne un exemple. Un client qui achète chez moi un produit quelconque, est-ce que j'ai besoin de savoir à la boutique, est-ce que ce client-là est marié ou il est célibataire? Parfois, les plateformes collectent ou utilisent des données qu'elles n'ont pas vraiment besoin. On revient sur le problème des biais, de la discrimination, afin de pouvoir les identifier très tôt, de pouvoir les corriger, de poser un régime de responsabilité et de traçabilité, le rôle de l'IA, le rôle de celui qui l'entraîne, le rôle de celui qui implémente, le rôle de celui qui l'utilise, la question de la preuve, la question de l'audit, avec tout ce qui est, on va le voir tout à l'heure, les normes ISO 42001, et surtout, préserver le principe de l'équité et de la justice sociale afin que les bénéfices de l'IA puissent être accessibles à tous. Donc, pour les biais, ce que la réalité dit, c'est que quand on prend l'exemple de la reconnaissance faciale, des IA qui tournent autour de la reconnaissance faciale, et en termes d'écart d'erreur, on constate que pour les femmes, ce qui concerne les femmes à peau foncée, les IA sont capables de se tromper à 34,7%, avec des taux d'erreur de 34,7%. Donc, pour les hommes à peau claire, par exemple, les IA sont capables de se tromper à hauteur de 0,8%. Ça, ce sont des chiffres du MIT dans le document Gender Shade qui a été publié, je pense, en 2020 ou en 2022. Donc, les implications directes, c'est qu'aujourd'hui, les langues et les contextes locaux, que ce soit en termes de langue locale, Wolof, Pulaar, etc., sont sous-représentés dans les différents modèles que l'on utilise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les solutions que l'on adopte, soit en RAG, soit en fine tuning, et qui sont utilisées
au Sénégal et dans nos zones, ce sont des solutions qui sont plus entraînées avec des contextes qui sont étrangers. Les modèles et des jeux de données qui sont importés, parfois ne collent pas avec la réalité locale. Et le risque, c'est tout simplement d'avoir un biais européen qu'on importe ici et qui devient un biais importé. D'où l'importance d'aller vers une nécessité d'auditer les biais, de pouvoir les identifier, d'avoir des échantillons locaux et de pouvoir tester l'impact que cela peut avoir surtout sur nos usages. Sur le principe toujours de la prise de décision et de l'intervention de l'homme par rapport à la prise de décision, ce qu'on appelle human in the loop, euh, pour moi, c'est un principe qui est non négociable, hein. C'est un principe qui est non négociable parce que tout simplement, il y a des domaines qui sont considérés comme des domaines qui sont critiques, où la validation humaine est une validation qui est, pour moi, indispensable. Dans le cadre, par exemple, des diagnostics liés à la santé, même si on utilise des IA pour nous aider à faire le diagnostic, il faudrait que le dernier diagnostic ou le mot final puisse revenir à un spécialiste de la médecine. Dans le cadre, par exemple, des décisions d'évaluation en termes de risques juridiques, en termes de décisions de tribunaux, je pense que le dernier mot ne devrait pas revenir à une IA qui statue et qui condamne ou qui libère une personne. En termes de sécurité, en termes militaires, de surveillance, d'intervention des forces de police, je pense que quelle que soit l'utilisation de l'IA, il faudrait que l'homme soit là pour pouvoir valider les décisions qui sont prises. De même que certaines IA qui sont discriminatoires en termes de scoring, crédit scoring pour Alors, le coach a encore une coupure de courant. Il va se reconnecter d'une minute à l'autre. Nous nous excusons.
Donc, excusez-nous, hein, encore, on a eu une coupure, hein. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5/5. D'accord. Désolé, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je crois que pour c'est qu'on partout, ait hein. autant de... C'est partout. Même ici, il y a des coupures d'électricité depuis ce matin. Ça OK, passe, ça. Bon. OK, OK. Bon, espérons pouvoir faire de l'IA avec des coupures d'électricité. D'accord, D'accord. d'accord. Donc là, je disais que en fait, pour des décisions aussi décisives que dans le domaine de la santé, de la justice, de la sécurité, euh, euh, conduire quelqu'un en prison, libérer quelqu'un qui a été un prévenu, ces décisions-là ne peuvent pas être laissées à à des IA qui décident de manière discrétionnaire. Donc, pour moi, il faut mettre en place un certain nombre de garde-fous. Après le diagnostic ou l'avis de l'IA, pouvoir faire une validation, une annulation de l'humain. Pouvoir faire la journalisation et les preuves d'audit de décision. Qu'est-ce que l'IA a dit? Sur quelle base l'IA s'est fondée pour donner telle décision ou pour faire telle analyse? Et avoir un journal de preuves par rapport à ces audits-là. Et situer les responsabilités, hein, quand il y a un problème, qui a fait quoi, qui a donné telle décision, et de pouvoir les attribuer à des personnes bien définies. Et en termes aussi de responsabilité, il faut une traçabilité des données, des modèles et des différentes versions. Donc, on parle toujours du rôle de l'homme, hein, et par rapport au rôle de l'homme, on en vient à l'endogamie algorithmique. L'endogamie algorithmique, c'est une réalité qui est là, hein. Ça consiste au fait que euh, quand on interroge une IA qui est entraînée avec des données et que cette IA-là nous donne des résultats, si on veut prendre les données produites par l'IA et qu'on les réinjecte dans de l'IA, ça pose après un problème parce que l'IA ne sera entraînée que avec des données synthétiques. Le risque, c'est comme pour les mariages très proches, hein, quand, par exemple, entre les individus, quand les individus font des mariages trop proches entre eux, il y a toujours des dégâts. Et en termes d'IA, je pense qu'on a beaucoup de dangers par rapport à la réutilisation des données qui sont produites par l'IA, où on peut avoir des biais importés de modèle à modèle. On peut avoir une perte de contexte culturel et linguistique. Et les différents risques sont aussi liés à l'effondrement un peu de la qualité en termes de génération. Donc, à chaque fois qu'une IA génère de l'information ou des données, quand vous les réutilisez sur des modèles, au fur et à mesure, les modèles deviennent moins intelligents après des générations d'apprentissage sur des contenus purement produits par des IA. Et en termes de solutions, ce qu'il faut, c'est des données authentiques, de vraies données collectées localement. Je pense aussi que nous devrons nous mettre à aller chercher des données parce que l'IA demande beaucoup de données, mais surtout des données locales et des données diversifiées. Avoir une collecte éthique, une collecte traçable, une provenance claire, en respectant les règles en termes de collecte de données à caractère personnel avec des finalités. Avoir aussi des données en termes de plurilinguistisme sur le Wolof, sur le Diola, etc. Mais de toute façon, ce qui est important et ce qu'on doit noter ici, c'est que c'est que beaucoup d'IA aujourd'hui produisent des données et ont des problèmes pour pouvoir un peu réutiliser ces données-là parce que quand on réutilise ces données-là, il y a problème parce que ce sont des données qui sont produites par de l'IA, d'où des données synthétiques. Et je pense que dans ce sens-là, il y a si je ne me trompe pas, hein, il y a un partenariat entre OpenAI ou Google avec des plateformes comme Reddit ou Slack afin de pouvoir accéder à ces plateformes-là et de réutiliser des données qui sont produites par des hommes. Donc, pour moi, le message clé, c'est que l'homme est la condition de l'IA et pas un obstacle. Voilà, humain, données, IA, amélioration avec un cycle continu.
Donc, on va juste évoquer les questions juridiques après avoir parlé des questions purement éthiques. Dans les questions juridiques, on va parler de régulation et d'approche par les risques. On va parler de responsabilités civiles et pénales, de droits fondamentaux, de propriété intellectuelle de contenu généré par les IA, de protection des données inspirée du règlement européen RGPD, de sécurité et d'usage malveillant. En termes de régulation, il faut des exigences qui soient proportionnelles selon les niveaux de risque de système IA. Donc, en fonction du système IA, est-ce que c'est un système à risque élevé, est-ce que c'est un système à risque moyen? Il faut mettre en place un mécanisme de régulation en fonction du risque. Et par exemple, du domaine, est-ce que c'est de la justice, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est la santé, etc. En termes de responsabilité, il faut une chaîne de responsabilité claire qui est responsable de ceci ou cela et qui a un devoir de diligence. Donc, entre les personnes qui développent les modèles, entre les utilisateurs, entre les hébergeurs, etc., il y a un ensemble de personnes qui interviennent dans cette zone-là. Pour tout ce qui est les droits fondamentaux et la non-discrimination. Donc, essayer de voir comment prévenir tout ce qui est atteinte à la dignité, tout ce qui est atteinte à l'honneur, mais surtout préserver l'égalité et la liberté publique. On le sait très bien, hein, il y a beaucoup de contenus qui sont aujourd'hui produits par les IA, surtout dans le domaine des industries culturelles. Les IA qui produisent des vidéos, aujourd'hui des IA produisent des films, etc. En termes de propriété intellectuelle, il faudra statuer en termes de droits d'auteur, de licence et d'obligation de marquage des contenus par l'IA. L'obligation de marquage est un signe de transparence parce que dire que cette vidéo est produite par IA ou alors ce visuel est produit par l'IA, ça permet au constructeur ou celui qui l'a produit de pouvoir faire preuve d'extrême transparence. Et dans certains pays, par exemple, ou certains modèles, on vous dit que une IA ne peut pas détenir des droits de propriété. Sur la partie protection des données, hein, c'est l'une des parties les plus importantes. Et je pense qu'en Afrique, on a un cadre, on reviendra dessus, la loi de 2008-12. Mais de façon globale, je pense que pour construire un cadre sur cet aspect-là, on peut se baser sur le règlement général de la protection des données et surtout essayer de contextualiser tout cela par rapport à nos réalités afin de disposer de bases légales, une minimisation des risques, une sécurité par rapport aux droits des personnes qui sont concernées par ces usages-là. La sécurité aussi, il faut y veiller hein, pour tout ce qui est fake news, deepfake, prévenir les fakes, les détournements et autres contrôles et audits vis-à-vis des usages de l'IA. Donc, je parlais tout à l'heure du cadre juridique. Hein. Quand on parle d'IA de façon claire, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'IA Act, hein, qui est aujourd'hui une référence mondiale, qui se base sur un certain nombre de principes directeurs et qui est déjà entré en vigueur en 2025 et qui se base sur une approche par les risques. On a les 4 niveaux de risque, ce qui est interdit, ce qui est à haut risque, ce qui est limité, ce qui est minimal. Il y a aussi des obligations qui sont proportionnées par rapport à ces niveaux de risque et une logique de transparence et d'information des usagers par rapport aux systèmes d'IA qui sont utilisés. Par exemple, quand on utilise un chatbot ou quand une analyse est faite par un chatbot, qu'on puisse dire à l'humain que vous êtes en train de discuter avec un chatbot et non un conseil client. L'IA Act aussi va avoir beaucoup d'impact clé en termes d'interopérabilité et de confiance accrue, en termes d'exigences renforcées, surtout pour les systèmes à haut risque et dans certains domaines comme celui de la justice ou celui de la santé. Et ça pose un cadre de gouvernance et de gestion des risques et des audits documentés avec des journaux. Donc, de façon globale, cela peut inspirer l'Afrique, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, le continent, à disposer d'un cadre juridique de l'IA spécifique, en plus un peu de ce qui existe de la Convention de Malabo, etc., qui sont aujourd'hui des corps de règles juridiques, qui puissent inspirer
pas les reprendre tout simplement en disant ça c'est lié à acte européen à la version sénégalaise, mais d'essayer d'harmoniser un cadre en fonction des risques, mais au niveau national, au niveau régional, prendre en compte les réalités, les langues locales et le contexte local, mettre en place une démarche de supervision mutualisée et de partage d'expertise pour pouvoir construire ce cadre juridique-là de l'IA qui est spécifique au continent africain. Maintenant, il y a un point d'attention à soulever et une nécessité de dialogue international sur ces questions-là, parce que nous ne serons pas isolés, nous ne vivons pas en dehors de l'écosystème mondial de l'IA. Il faudra adapter ces exigences-là qui seront prises, définies, à la maturité et aux capacités locales par rapport à ce que nous sommes capables de faire, d'éviter juste un alignement aveugle en nous disant l'IA a fait ça, nous allons faire ça. Essayer de coller ça par rapport à nos réalités, contextualiser leur application des règles de droit, mais faire aussi un dialogue d'égal à égal, comme l'a fait l'Union européenne, discuter d'un cadre à l'échelle de l'Europe, qu'on puisse nous discuter aussi d'un cadre à l'échelle de l'Afrique. Donc, pour les lois, je le disais ici, au Sénégal, on a une loi, hein, on a une loi de 2008. Bon, paradoxalement, je ne vais pas dire que c'est un retard, c'est un vide juridique total, non. Il y a une loi, la loi de 2008-12, mais c'est une loi de 2008 qui aujourd'hui régit sur des échanges de 2025. Regardez un peu l'écart. Donc, c'est 17 ans, 18 ans d'écart. Donc, il y a un décalage de 18 ans. Donc, une loi de 2008 qui régit des usages de 2025. Donc, la loi 2008-12 autour des données, fichiers, systèmes automatisés, etc., tout ce qui est traitement déclaratif centralisé, la loi parle de la protection des données à caractère personnel. D'ailleurs, on a la CDP. La loi parle d'automatisation limitée. La loi ne parle pas d'automatisation limitée, d'IA générative et d'agent IA. Donc, ces termes-là, vous ne les retrouverez pas dans ces corps de texte-là. Ce ne sont pas aussi des termes dont la philosophie ou la logique est prise en compte dans le cadre de cette loi de 2008-là. En 2025, la réalité, c'est quoi? On parle d'agent IA, on parle d'IA générative, on parle de modèles de fondation, de déploiement à l'échelle, de décisions automatisées en termes de crédit, de RH, de justice, de scoring. Donc, il faudra identifier les lacunes, les domaines, les niveaux de risque qui ne sont pas pris en compte par ces IA-là et pouvoir voir comment y remédier. Et à mon avis, l'impact clé par rapport à ça, c'est de pouvoir poser une base claire en termes d'opérabilité, d'interopérabilité et de confiance, parce que la loi permettra d'asseoir cette confiance-là et de pouvoir aller vers quelque chose qui puisse permettre d'aller vers une IA qui soit une IA qui soit responsable. Donc, on a parlé de l'éthique, on a parlé de la justice, du droit. On va un peu aborder les aspects liés à la gouvernance, comme on avait dit. Le cadre global, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est règles qui puissent permettre d'arriver à encadrer et à accompagner l'IA de façon plus globale. Donc, en termes de gouvernance, pour moi, on a trois niveaux de gouvernance, hein. On a le niveau global, international, où le Sénégal se retrouve avec un environnement africain, où le Sénégal se retrouve avec un environnement où on a des Américains, on a des Chinois, etc. On a un cadre local, africain, CEDEAO, Afrique, où on a besoin d'harmoniser, de mettre en place des mécanismes de supervision, de mutualiser ensemble nos forces, nos arguments, de pouvoir parler marché commun. Et il y a le cadre local, les lois
sur la partie nationale, tout ce qui est stratégie, organes dédiés et supervision. Et pour moi, l'objectif de pouvoir identifier et de définir, stabiliser un cadre de gouvernance permet d'avoir une coordination à plusieurs niveaux, permet d'avoir de l'interopérabilité grâce à des règles cohérentes, permet d'arriver à une confiance transfrontalière, surtout avec nos voisins africains avec qui nous voulons concevoir en fait un écosystème IA africain, pas tout simplement un écosystème sénégalais. Donc, en termes d'organes de pilotage, si on fait la comparaison entre le Sénégal et la France, on constate qu'en France, il y a le CNIL, l'autorité indépendante pour la protection de données. D'accord? En France, il y a ce qu'on appelle le Conseil de l'IA et du numérique. D'accord? On a également les missions de conseil stratégique et, et d'éclairage éthique et de supervision et une volonté de mettre en coordination l'État, l'écosystème des chercheurs, des développeurs, la société civile, les entreprises de façon claire, mais de façon identifiée. Au Sénégal, ce qu'on a en termes de constat, c'est qu'on a un vide juridique, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'un problème lié à l'informatique ou à l'IA, on va essayer de se baser sur le corpus de règles existants pour pouvoir les gérer. Bon, c'est bon. Excusez-nous, on a été coupé. C'est Aïta qui avait coupé mon micro, quoi. Pour m'empêcher de continuer. Je rigole. Donc je disais que en France, on a tout un ensemble de dispositifs et un organe qui est dédié, un organe vraiment dédié à la gouvernance. Et on reviendra dessus. Ce cadre-là est aujourd'hui un cadre à construire autour de ce casier du juridique. On n'a pas en fait la stratégie, la SNIA, c'est la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui n'a pas de pilotage dédié, comme par exemple le GouverNum qui gère tout le numérique. On aurait aimé avoir un organe qui s'occupe de la gouvernance du numérique et de l'IA de manière spécifique. Donc, on va revenir sur ça tout à l'heure dans un autre slide, mais ça permettrait de prendre en charge cette question de manière spécifique, d'avoir une coordination ministérielle qui est plus forte sur l'IA. La coordination ministérielle, elle est présente, elle est forte sur le numérique, mais on aimerait avoir une coordination dédiée sur l'IA, de sorte qu'on puisse savoir qu'il y a tel organe logé dans telle institution qui gère cela.
Et pour moi, la recommandation, c'est aller vers la création d'un Conseil national de l'IA, rattaché à la présidence ou à la primature, qui serait en charge de piloter l'IA avec un pilotage fort et transversal, avec l'implication des différentes parties prenantes. Dans sa composition, on aura les chercheurs, l'État, les PTF, les développeurs, la société civile, les usagers. Avoir un mandat clair avec un conseil et un organe exécutif et des indicateurs de performance pour pouvoir dérouler et piloter la stratégie nationale IA. Donc, quand on parle de gouvernance, il faut aussi parler de système de management. Là, on essaie d'évoquer tout simplement tout ce qui est système de management de l'IA ou management des systèmes d'IA. Et à l'image un peu de tout ce qui est ISO 9001 pour la qualité, pour l'IA, on va parler de la norme ISO 42001, qui est aujourd'hui une norme qui est autour des différents principes, hein, comme on le connaît, hein, améliorer, planifier, déployer et contrôler. Donc, cela permet d'avoir une crédibilité internationale, de pouvoir s'aligner avec les standards qui sont connus, sur les structures claires, d'avoir le rôle, le contrôle et les preuves de l'audit par la certification, s'inscrire dans un principe d'amélioration continue avec le pilotage des risques à travers les itérations et pouvoir permettre aux acteurs de disposer d'un avantage compétitif et de la confiance des différentes parties prenantes. Donc, quand on parle de gouvernance et de certification, qui doit se certifier et qui doit se former par rapport à ces normes-là? D'un côté, on a les organisations qui sont certifiées ou qui peuvent être certifiées ISO 42001, les startups, les entreprises IA, les grandes entreprises et les intégrateurs qui sont autour de l'écosystème, les administrations publiques qui utilisatrices d'IA. Il y a les experts qui accompagnent ces certifications, les consultants, les auditeurs indépendants et les formateurs qui sont spécialisés sur la partie ISO 42001. Cela permet de faire une mise en conformité en termes de politique de rôle, de risque, de contrôle. En termes d'audit, ça permet d'évaluer ces systèmes-là par des auditeurs qui sont qualifiés et des auditeurs qui sont reconnus et par une certification par un organisme euh, reconnu comme l'AFNOR. Donc, pour moi, dans le cadre de la gouvernance, ça c'est dans la continuité du livre que j'avais écrit sur l'IA Act, c'est que ce cadre de gouvernance-là, cet organe-là, avec le ministère et tout, doivent accompagner tout l'écosystème dans plusieurs phases. Pour moi, la première phase, c'est une phase de volontariat où on incite les gens à se conformer, à aller vers la conformité, à aller vers la certification. Dans une phase 2, je dis dans mon livre que l'État doit aider les startups à comprendre la conformité, surtout les startups qui veulent attaquer des marchés comme le marché de l'Union européenne, à pouvoir un peu comprendre les exigences et se conformer à l'IA Act, au RGPD, etc. Et pour ça, je pense que l'État va mettre en place ce qu'on appelle des bacs à sable, des sandbox réglementaires au Sénégal et avoir une approche régionale afin de permettre à ces startups-là de s'entraîner à cette conformité-là. Cela permet d'avoir des retours de terrain sur l'état d'avancement de la conformité, de faire des contrôles gradués en fonction des versions, et dans une troisième phase, par exemple, d'aller de plus en plus vers des obligations pour certaines solutions IA qui sont des solutions à risque élevé. Cela permet de faire de l'audit et de la conformité. Pour certains secteurs, surtout comme la santé, la justice, la finance et la sécurité, ce sont des choses qui sont très, très importantes, voire même indispensables, qu'il faudrait prendre en compte. Donc, pour moi, l'objectif de cette dynamique, de ce processus, c'est d'avoir une confiance mesurable et durable des systèmes IA avec maintenant des solutions qui sont certifiées, qui sont conformes, qui sont reconnues. Donc, c'est une transition en plusieurs phases qui permet de bâtir la confiance et la compétitivité.
J'explique ici un peu dans ce slide tout ce qui est bac à sable réglementaire, sandbox. Il y en a quelques-uns en Afrique, mais au Sénégal, on n'en a pas sur la partie IA. Donc, pour le problème et le contexte qui est posé, c'est que l'innovation avance très vite et que plus vite que la loi et qu'il faut expérimenter avant de passer à l'échelle, avant de s'ouvrir aux citoyens et aux utilisateurs. Donc, les évolutions rapides doivent être intégrées par ces modèles, les biais doivent être pris en compte, etc. Et on a toujours un besoin de tests et de contrôler avant de pouvoir généraliser ou de passer à l'échelle. Les solutions pour mettre à disposition une sandbox réglementaire à l'écosystème pour l'État, c'est d'avoir un cadre d'expérimentation encadré, aligné aux meilleures pratiques et standards sur le plan international. Et avoir une mise en œuvre concrète, par exemple, de la norme ISO 42001, adaptée au contexte local, apprentissage mutuel régulateur développeur, échange mutuel, réduction des risques juridiques avec une conformité et maintenir l'innovation sans compromettre la protection des citoyens et la protection des données à caractère personnel. Le résultat qui est attendu, c'est des règles qui sont fondées sur l'évidence, co-construites par l'écosystème, avec une adoption graduée, progressive et une confiance qui est mesurable. Donc, on peut essayer dans une dernière page, essayer de s'orienter vers une sorte de feuille de route ou ce que j'appelle une call for action. C'est que pour moi, il y a 5 priorités immédiates. C'est d'actualiser la loi 2008 dans ce contexte de 2025. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, que ce soit le New Deal technologique, la stratégie numérique, que ce soit la SNIA, tous les deux documents ont recommandé la mise à jour du cadre juridique de 2008. Il faut créer un organe de gouvernance dédié à l'IA, en dehors du gouvernement, en dehors du Conseil du numérique, avec tous les pouvoirs possibles et une composition qui est pluri-institutionnelle. Donc, ça peut être logé à la présidence ou au niveau un peu du palais. Essayer de vulgariser et d'adapter tout ce qui est norme ISO 42001. Aller vers le lancement, la construction d'une stratégie pour la mise en place d'un sandbox réglementaire. Essayer de penser tout ça en s'ouvrant aux autres pays de l'Afrique, de la CEDEAO, pour harmoniser au niveau sous-régional. Et les quatre piliers pour mettre en œuvre tout ça, c'est la loi IA avec l'approche par les risques, comme pour l'IA Act, disposer de cette autorité de supervision, pas contraignante, éthique, juridique, etc. Penser certification aussi, réglementation, audit, et s'ouvrir à l'Afrique pour avoir plus de force pour y arriver. Donc, pour moi, l'urgence, c'est d'agir maintenant, hein. C'est d'aligner la SNIA 2023 et le New Deal technologique, protéger les citoyens et accélérer l'innovation. Donc, voilà un peu, hein, Aïta, ce que je voulais partager avec le public par rapport à ma présentation sur l'IA. D'accord, coach. Merci beaucoup pour ce masterclass. C'était vraiment très riche. Maintenant, nous allons passer à la série des questions-réponses. Qu'est-ce que vous préférez? Je peux activer les micros, comme ça, ils posent directement leurs questions. Et ils peuvent aussi donner leur réaction par rapport à la masterclass. Et sinon aussi, ils peuvent le mettre sur le chat. Mais je crois que c'est plus vivant d'activer les micros. Allô, coach, vous me recevez?
Alors, coach? Oui, je vous reçois, oui. Ok, super. Maintenant, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, commentaires, ils peuvent activer leur micro directement. Des questions, réactions? Bonjour. Oui, Oui, bonjour bonjour. Amadou. Oui, merci beaucoup à Boubacar pour la brillante présentation. Comme Aïta l'a dit, c'était très riche. Donc, moi, j'étais venu beaucoup plus pour approfondir les connaissances que j'ai. Étant beaucoup plus acteur de l'écosystème IA en tant qu'ingénieur de recherche. Et peut-être c'est la partie juridique qui nous manque un peu plus et sur lesquelles on avait besoin d'éclaircissement. La question que j'aurais serait beaucoup plus si tu pouvais nous apporter des éclaircissements par rapport euh, à cette norme ISO 42001 que je découvre aujourd'hui. Donc, qui l'a mise en place, quels sont les pays ou les organismes qui la respectent actuellement, etc., etc. Et aujourd'hui, genre, si une entreprise sénégalaise ou un organisme sénégalais voulait mettre ses pratiques en conformité avec les normes internationales de l'IA, donc, alors qu'il y a un certain vide juridique aujourd'hui ici, quels sont les documents de référence vers lesquels tu lui recommanderais d'aller? Donc, c'est ça, merci. Euh, oui, Armedou, merci beaucoup, hein. C'est, c'est une question très, très pertinente. Donc, effectivement, hein, je pense qu'il y a quelques mois, j'avais pris l'initiative de publier un e-book qui va être publié sous format livre, préfacé par le professeur agrégé en droit Abdoulaye Sakho, qui parlait d'IA Act pour les startups africaines. Et c'était surtout pour les inspirer par rapport à la préparation de ces personnes-là qui sont techniques comme vous, à l'intégration de tout ce qui est juridique et conformité by design. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu penses algorithme, tu penses conformité. Vous voyez un peu. Et pourquoi j'ai parlé de la norme ISO 42000, c'est qu'aujourd'hui, à l'image de la norme qualité, hein, tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est norme de l'AFNOR sur la certification qualité, qui sont des normes qui sont très prisées par les entreprises pour montrer qu'elles sont conformes. Vous voyez beaucoup d'entreprises communiquer sur une certification qualité, telle version, etc. Donc la norme ISO 42000, c'est une norme qui n'est pas du tout nouvelle, parce que c'est une norme qui a été publiée en 2023. Et c'est une norme, comme toutes les normes de l'AFNOR, qui permet de fournir un cadre international mondial pour pouvoir développer et déployer des systèmes IA de façon responsable, de façon transparente, mais aussi de façon conforme. Donc, c'est l'une des premières normes mondiales en termes de management de systèmes d'IA. Et aujourd'hui, c'est une norme qui vise à montrer que les entreprises qui ont réussi cette certification-là sont des entreprises qui sont conformes à tout ce que la norme ISO 42000 vise. C'est comme des startups, des entreprises, des administrations publiques, des plateformes numériques, etc. Donc, l'idée de la certification, c'est qu'elle touche à plusieurs niveaux, comme tout ce qui est gouvernance et stratégie, tout ce qui est management de cycle de vie du système IA, tout ce qui est gestion des risques, transparence, explicabilité, etc. Donc, à l'image en fait de la norme qualité où des entreprises travaillaient et se battaient pour communiquer sur le fait que c'est des entreprises certifiées qualité, pour moi, les entreprises qui sont dans le domaine de l'IA doivent aujourd'hui se prévaloir de dire que nous remplissons tous les standards en termes de conformité sur la partie management des systèmes IA. D'accord? Pour le faire, c'est comme pour la certification qualité, il faut se préparer à la certification. Il y a des experts qui vont vous accompagner. Il faut aussi passer la certification et dès que vous passez la certification,
vous pourrez après avoir le label certifié pour votre entreprise. Donc, quand vous avez une solution IA, une entreprise qui travaille sur l'IA au Sénégal, je pense que les cadres juridiques aujourd'hui qui existent, c'est surtout les cadres juridiques autour de la loi de 2008. D'accord? À part la loi de 2008, peut-être sur le plan africain, la Convention de Malabo, il n'y a pas encore un autre corps de règles spécifiques qui va un peu vous contraindre ou qui est obligatoire pour vous, à part le respect, par exemple, du droit commun, le droit de la concurrence, etc., quand vous avez une activité économique. Par contre, je sais que plusieurs solutions IA ne sont pas des solutions locales. Vous pouvez avoir une solution qui touche des gens qui sont au niveau de la diaspora en France. Je dis n'importe quoi, une solution qui est utilisée par les gens qui sont au niveau de la diaspora, qui est disponible dans l'Union européenne. Cette solution-là qui est disponible dans l'Union européenne et qui est une solution IA, comme elle est visible dans l'Union européenne, cette solution-là doit être conforme en termes de RGPD sur les données qui sont utilisées, les données qui sont collectées au niveau de l'Union européenne par des usagers qui vivent en Europe, mais aussi en termes de système d'IA, sur tout ce qui est IA Act. Donc, en gros, tant que vous restez au Sénégal, tant que votre solution n'existe qu'au Sénégal et qu'elle est visible au Sénégal, ce sont les lois du Sénégal, notamment la loi de 2008 et toutes les autres dispositions qui existent. Mais dès l'instant où vous sortez d'ici, surtout par rapport à la diaspora européenne au niveau de l'espace européen, il y a tout ce qui est RGPD, tout ce qui est IA Act qui va aujourd'hui être une règle obligatoire ou un corps de règles obligatoire à respecter et à prendre en compte dans le développement de la solution. Donc, après, pour pouvoir aider ces entreprises-là, start-up développeurs, à comprendre ces normes-là, à se conformer, j'ai produit l'idée d'intégrer déjà la conformité by design. En pensant l'algorithme, il faut penser conformité pour ne pas après se rattraper et se dire, OK, on a la solution, maintenant il faut réfléchir sur comment être conforme. Si vous avez déjà entraîné des modèles avec des datasets, etc., et que la manière de collecter ces datasets-là n'est pas conforme, là, il y a problème. Mais il faut penser déjà conformité pour savoir maintenant quel type de dataset, quelles sont aujourd'hui les exigences en termes, par exemple, je donne n'importe quoi, de collecte de données à caractère personnel pour avoir des données qui doivent entraîner mon modèle. Est-ce que ces gens-là ont, de manière simple, donné, par exemple, leur consentement? Ils ont donné leur autorisation pour que j'utilise ces données-là pour entraîner mon modèle. D'accord? Mais au Sénégal, il n'existe pas encore grand-chose. Donc, quand je parle de sandbox et de bac à sable, c'est de permettre à l'État de mettre en place ces cadres d'entraînement-là mise à disposition pour les startups afin que ces startups-là puissent commencer à tester la conformité de leurs solutions au niveau de ces bacs à sable-là et de s'entraîner à la conformité jusqu'à ce que la solution soit conforme et maintenant pouvoir passer à l'échelle et pouvoir rendre disponibles ces solutions. Je ne sais pas si vous avez, si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que Oui, oui, pour c'est des sûr. développeurs, il faut un atelier spécifique, par exemple, sur Mm. ce qu'il faut intégrer en termes de données, en termes d'hébergement de données, dans le traitement de modèles, d'hébergement de données, quand vous faites du RAG, quand vous faites du fine-tuning, tout ce qu'il faut C'est bon. en termes d'exigence. Voilà. Je pense que vous avez très bien répondu de façon globale et peut-être comme vous dites, quand c'est plus spécifiquement des développeurs, peut-être ce sera un accompagnement personnalisé sur certains sujets techniques spécifiques, quoi. Mais merci beaucoup. Je pense qu'il y a une autre qui a levé la main, donc on peut lui laisser peut-être pour une autre réponse. Merci.